patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Six ans après son élection, Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé en quelques heures, dimanche 23 janvier, par un coup d'état militaire. Room & Focus vous livre le récit exclusif de cette journée qui a vu le lieutenant-colonel Damiba s'emparer du pouvoir. Il n'ignorait rien de la défiance d'une partie de l'armée à son égard. Ni des bruits, de plus en plus insistants, de coups d'état en gestation. Alors, quand le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a été alerté, dimanche 23 janvier, à l'aube, que des tirs résonnaient au camp Sangoulé Lamizana, peut-être s'est-il dit qu'après le Malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Guinéen Alpha Condé, son tour était venu. Assez rapidement, la thèse d'une simple mutinerie est pourtant relayée par son entourage. Officiellement, ces tirs seraient ceux de soldats aux revendications multiples, plus de moyens et d'effectifs, plus de considération de la part des autorités politiques tout sauf le départ de leur président. En réalité, le putsch tant redouté a bien débuté. Mûrement réfléchi et planifié, il est l'œuvre de jeunes officiers, parmi lesquels le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoaga Damiba, commandant de la 3e région militaire, la plus grande du Burkina Faso, passablement remonté contre la gestion de la crise sécuritaire qui mine leur pays. Le 10 janvier, l'arrestation du lieutenant-colonel Zoungrana, qui était dans la promotion suivant celle de Damiba au Prytanée militaire de Kadiogo, accusé d'avoir voulu perpétrer un coup d'État, ne fera qu'accélérer les choses. Plus que jamais, Damiba et ses camarades officiers se sentent sous pression. Ils étaient déjà en colère à cause de la mise à l'écart de certains des leurs, comme le lieutenant-colonel William Kombari, le commandant du groupement mobile de Ouagadougou, après la crise d'Inata. C'est avec beaucoup d'affliction que je prends la parole aux sorties du Conseil au sujet du drame d'Inata. Drame dont l'onde de choc a été importante au niveau des différentes couches sociales de notre pays. Cette situation a amené des réactions diverses que je comprends fort bien. Car il faut le dire, il ne peut pas être normal en ce moment que l'armée, qui doit être la structure la mieux organisée, que dans cette armée nous ayons des dysfonctionnements à un niveau aussi important que les dysfonctionnements concernant la question de l'alimentation, des dysfonctionnements concernant les questions logistiques et autres. Cela est inacceptable et c'est pourquoi je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées ça et là. Je voudrais d'ores et déjà dire que les instructions ont été données pour que une enquête administrative soit faite sur l'ensemble de cette question. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler
des questions de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui les permettent d'affronter le terrorisme avec l'ensemble du courage qu'il faut et de la détermination. Je voudrais par ailleurs et surtout présenter les condoléances et celles du gouvernement à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame. La rumeur évoquant une liste de soldats, surnommés les Boys, que le pouvoir chercherait à écarter met le feu aux poudres. Ironie de l'histoire, le prochain dans le viseur est Eft, le lieutenant-colonel Damiba, assure une source militaire. Dans le plus grand secret, la décision est donc prise de passer à l'action. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier, des éléments des unités Cobra, des forces spéciales de l'armée de terre, basées à Kambouin-C, en banlieue nord de Ouagadougou, prennent la direction du camp Sangoulé-Lamizana. Ils y désarment la sentinelle et prennent rapidement le contrôle des lieux. En parallèle, des officiers de l'armée de l'air entrent dans la danse à la base aérienne qui jouxte l'aéroport de la capitale. Au régiment d'artillerie de Kaya aussi, des complices se révoltent. Pour le régime, l'alerte est très sérieuse. Au lieu d'aller à la messe avec son épouse et de rester en famille chez lui, dans le quartier de la Patte d'Oie, comme il en a l'habitude, le président passe son dimanche calfeutré dans la villa ministérielle proche du palais de Kosiam qui lui sert de second bureau. Il y multiplie les coups de fil. À certains ministres et hommes politiques. À des officiers. À ses homologues étrangers. Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum, mais aussi Emmanuel Macron. Auprès de tous, il se veut rassurant, nous essayons de gérer la situation. Nous avons entamé des discussions avec les mutins et nous espérons un dénouement favorable. Des tentatives de négociation ont lieu avec les putschistes, qui réclament la démission du gouvernement et la tête de plusieurs chefs de l'armée. Elles ne donnent rien. En ville, la situation semble vaguement revenir à la normale. Les tirs deviennent de plus en plus sporadiques. Aucun mouvement de foule particulier n'est signalé. En milieu d'après-midi, vers 16h, le 8e de finale que jouent au Cameroun les étalons lors de la Coupe d'Afrique des Nations constitue une sorte de trêve, donnant l'illusion d'un éphémère retour au calme. Malgré la pression croissante, le chef de l'État affiche une sérénité de façade et tente de rassurer comme il peut. Alors que les militaires sont en train de le menacer, il écrit 2 tweets. L'un pour encourager les étalons avant le coup d'envoi, l'autre pour les féliciter une fois leur qualification acquise. Après le match, Kaboré libère une partie de son protocole. La nuit est tombée. Un couvre-feu est décrété à 20h par le gouvernement. Ceux qu'on présentait encore dans la matinée comme des mutins passent à l'offensive. Les négociations étaient une manière de gagner du temps. Nous voulions attendre la soirée pour passer à l'action, raconte l'un d'eux. Des putschistes commencent par encercler le palais de Kosiam. Ils passent les différentes checkpoints sans grande difficulté, sans que soit pour l'instant établie formellement l'existence de complicité au sein du groupement de sécurité et de protection républicaine, GSPR, composé de militaires, gendarmes et policiers, chargés de protéger la présidence. Ils cherchent le chef de l'État dans tout le secteur, font le tour des villas ministérielles avoisinantes. Kaboré est introuvable. Au même moment, d'autres soldats qui se sont ralliés à Damiba encerclent le domicile privé du président. Sa garde rapprochée décide de faire diversion en tentant de forcer le passage avec un convoi de véhicules. 2 4x4 blindés sont criblés de balles. L'attaque est violente. 2 gendarmes de la sécurité présidentielle sont gravement blessés. L'un d'eux perd un doigt. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Cela pose question quant aux intentions des assaillants vis-à-vis du président et des membres de sa sécurité. Voulaient-ils des survivants ? S'interroge une source sécuritaire.
Le chef de l'État, lui, parvient à être exfiltré par sa sécurité. Où est-il allé se réfugier? Difficile de le savoir avec précision. Certains évoquent une mise à l'abri au camp Paspanga, celui de la gendarmerie, en centre-ville. D'autres assurent au contraire qu'il n'y a jamais été et qu'il a été mis en sûreté dans un endroit plus neutre. Une chose est sûre, depuis qu'ils sont passés à l'acte, les putschistes se méfient de la réaction de la gendarmerie, réputée fidèle à Kaboré et que certains militaires lui reprochent de trop choyer. Au sein du GSPR, ce sont d'ailleurs des gendarmes qui composent sa sécurité rapprochée. Quant à l'Agence nationale du renseignement, ANR, elle est dirigée par un gendarme, un intime du chef de l'État, qui a longtemps été son aide de camp, le colonel François Ouédraogo. Ces dernières semaines, ce personnage discret cristallisait les tensions au sein de l'armée, notamment parce qu'il souhaitait que son corps d'origine quitte le giron de l'état-major pour être placé directement sous la tutelle du ministre de la Défense. Dans la soirée, sa villa de fonction, à Ouaga 2000, est mitraillée par les putschistes. Signe des craintes des putschistes vis-à-vis des gendarmes, des hélicoptères survolent le camp Paspanga une bonne partie de la nuit pour surveiller leurs éventuels mouvements. En coulisses, les tractations entre militaires ont démarré. Objectif du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoaga Damiba, s'assurer que la gendarmerie ne s'opposera pas à la réussite du putsch. Lundi matin, l'affaire semble pliée. Le rapport de force a bien basculé en faveur des putschistes. La quasi-totalité de l'armée les a ralliés. Ils contrôlent le palais, les points stratégiques de Ouaga et ont positionné des blindés autour de la télévision nationale en vue de l'annonce de leur prise de pouvoir. Toujours en lieu sûr et sous la protection de sa sécurité rapprochée, selon ses proches, Roch-Marc Christian Kaboré tente jusqu'au bout d'inverser la tendance. Peine perdue. Il échange encore avec des homologues, dont Mohamed Bazoum. Des pistes de départ à l'étranger sont évoquées. Selon une source française haut placée, aucune extradition menée par Paris n'a été envisagée. Kaboré ne nous a pas demandé d'aide, la question ne s'est donc pas posée, assure-t-elle. Le cardinal Philippe Ouédraogo, habitué des médiations lors des différentes crises qui ont secoué le Burkina Faso ces dernières années, est sollicité. L'heure tourne. La confusion règne. Personne ne sait exactement ce qui se passe, ni où se trouve le président. La pression des putschistes est de plus en plus forte sur les derniers gendarmes qui l'entourent. Certains craignent un dénouement sanglant. Kaboré veut tout faire pour l'éviter. Après avoir obtenu des garanties de la part de Damiba pour lui et ses proches, en présence du cardinal Ouédraogo, il se résigne à quitter le pouvoir et signe sa lettre de démission. Le chef de l'État déchu est discrètement remis aux putschistes. Cette fois, le coup est bel et bien consommé. Aux environs de 17h30, la RTB diffuse l'édition spéciale annoncée depuis des heures. À l'écran, les Burkinabés découvrent 14 hommes en uniforme sur le plateau, remake d'une scène devenue banale en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Le lieutenant-colonel Damiba est présent, mais c'est le capitaine Sidaoré Kader Ouédraogo qui prend la parole. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire et de l'incapacité manifeste du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire. Le mouvement, qui regroupe toutes les composantes de forces de défense et de sécurité, a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. De son côté, le désormais ex-président a été transféré dans une des villas ministérielles de Ouaga 2000. Il y est notamment accompagné par son médecin personnel, le docteur Évariste Dabiré. Selon un de ses intimes, il est bien traité, en bonne santé et a pu communiquer par téléphone avec plusieurs de ses proches.
Son épouse, Sike Kabore, qui avait été mise en sécurité depuis dimanche, a pu le rejoindre. Ce week-end, le couple devait célébrer le mariage d'une de leurs filles à Ouagadougou. Chez les Kabore, la fête n'aura finalement pas lieu. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.